10h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 26 mai 2020. L'affaire du ministère de la Défense nationale du Niger, toujours au cœur de l'actualité, au vu de toutes ces publications sur les réseaux sociaux ces derniers jours. En effet, plusieurs révélations ont été faites, des révélations qui édifient davantage sur l'ampleur de la situation. Pour l'acteur de la société civile Noufou Arzika, ce qui s'est passé au ministère de la Défense est inadmissible. On l'écoute en extrait avant de le retrouver en partie magazine. On n'a jamais vécu dans ce pays-là la situation de mauvaise gestion telle que nous sommes en train de... Et la situation d'organisation stratégique des vols qualifiés, où les gens s'organisent avec les trucs, ils se font des richesses qui sont là, visibles. Visibles, je dis bien visibles. Il n'y a qu'à tourner dans la ville de Niamey pour aller voir et aller savoir. Par rapport à tous ces gens-là, c'est des agents de l'État, c'est des fonctionnaires, c'est des commis de l'État. Ce n'est même pas des commerçants, je dis, parce que moi, je fais toujours une nuance entre un commerçant qui est un opérateur économique, un businessman, qui fait ses affaires et qui essaie de chercher à gagner des profits. C'est un métier, c'est une activité. Quand tu fais une activité de ce genre, c'est un choix, tu le fais. Mais quand tu choisis d'être un homme politique qui fait de la politique pour chercher le pouvoir, pour gérer le pays, mais tu ne le fais pas pour devenir utiliser le pouvoir pour faire du commerce avec. Et chercher à gagner de l'argent pour se faire tout ce que les gens sont en train de se faire. S'acheter des villas, il y en a qui ont des dizaines de villas. Mais ce n'est même pas des villas, parce que l'expression villa, c'est même trop dépassé. C'est des bunkers. Vous voyez bien les immeubles qui s'élèvent à Niamey. Tous ces gens-là qui sont en train de les construire, c'est qui? Allez savoir. Vous êtes des journalistes. Allez, tournez votre micro, cherchez à comprendre la maison appartient à qui. Vous allez voir, la plupart de ces maisons-là, ça n'appartient pas aux commerçants. Ça appartient à des gens qui sont des fonctionnaires, agents de l'État. Agents de l'État, en mission et en service, commandés de l'État, qui détournent leur mission, leur responsabilité et se donnent ces points-là. C'est ça la réalité. Si vous tournez aujourd'hui dans toute la ville de Niamey, vous allez voir, il y a des quartiers, c'est connu. Et donc, aujourd'hui, nous, en tant que défenseurs du peuple nigérien, en tant que citoyens défenseurs des droits de l'homme, en tant que nous ne pouvons pas comprendre ni accepter qu'on se retrouve avec une situation où l'État est totalement détourné. Il est dévoyé dans sa mission, dans sa responsabilité, au bénéfice de quelques individus qui s'enrichissent sur le dos du peuple, sur le dos de l'État, sur le dos de tout le monde. Et eux, ils constituent une nouvelle classe de riches. D'une nouvelle classe qu'ils appellent classe moyenne, des riches bureaucratiques, administratifs. C'est des gens comme ça qui gagnent des retours commissions et qui deviennent des gens riches. Comme ça, tu ne fais rien sauf signer des papiers. Et tu signes pour valider et en signant, tu as de l'argent. Soit avant de signer, on te donne, ou bien après avoir signé, on te donne. C'est ça la réalité. Rendez-vous donc en partie en magazine pour suivre l'intégralité de cette réaction de Noufou Arzika sur l'affaire dite du ministère de la Défense nationale. Je vous donne lecture de cette brève. Les acteurs de la société civile nigérienne, Moukela Alidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Mekol Zodi et Moudi Moussa, du mouvement tournant la page TLP Niger, vont passer leur 67e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Walam et Kolo. C'est dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger comme à l'international pour exiger leur libération. Sortie médiatique ce matin au ministère des Transports du directeur des services techniques du dit ministère. Cette conférence de presse est relative à l'intégration d'un nouveau prestataire de confection et pose de plaques d'immatriculation des véhicules au niveau du Sony Loga. Le compte-rendu de cette conférence de presse, c'est avec Ismaël Moumouni sur les images de Alidou Bourema. Le recrutement par l'État d'un troisième prestataire pour la confection des plaques d'immatriculation des véhicules ne cesse de défrayer la chronique.
C'est pour lever tout équivoque à ce sujet que le ministère des Transports a animé cette conférence de presse. Aucune société n'a le monopole ou l'exclusivité sur l'activité de confection et de pose de plaques et accessoires de véhicules automobiles au Niger. Parce que dans ce qui a été véhiculé, on a voulu faire comprendre à nos compatriotes que non, un troisième concessionnaire a été recruté et que ce n'était pas légal, etc., etc. Comme si cette activité de confection et de pose de plaques est détenue exclusivement par un seul prestataire. Le troisième prestataire, son recrutement a été régulier. On a voulu faire croire aux gens qu'il a été clandestinement recruté, qu'il ne devrait pas être là-bas. Il a été recruté régulièrement et un des prestataires a saisi les tribunaux. Le jugement a été rendu et il a été débouté. Donc, il est installé légalement au guichet unique. S'agissant du code QR affiché sur les plaques, le chef de division circulation routière au ministère des Transports répond en ces termes. Le code QR, monsieur le journaliste, ne permet pas de retrouver un véhicule volé. Ça, je vous donne la certitude. Ça permet, comme je l'ai dit, de lire en stationnement des identités pour faciliter aux agents de la circulation routière qui éventuellement auront l'application dans leur portable de lire l'identité et de pouvoir vérifier à qui appartient ce véhicule. Si, je ne vous le souhaite pas d'aventure, vous arrivez à perdre un véhicule, adressez-vous aux services compétents qui procéderont aux mêmes recherches et, à travers les fichiers nationaux, retrouvera votre véhicule. D'ailleurs, généralement, les voleurs, quand ils prennent un véhicule, ils arrachent la plaque. S'il n'y a pas la plaque, il n'y a pas de code QR, on ne peut plus lire l'identité à travers le code QR. Cette nouvelle réforme du système d'immatriculation a apporté un changement, selon le directeur général adjoint de Sonu Lega, en mettant à la disposition du ministère des Transports un fichier unique national. Le mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa a rendu public ce matin une déclaration. Celle-ci pour examiner la situation de l'école nigérienne d'une part et d'autre part proposer des solutions au gouvernement afin de sauver l'année scolaire 2019-2020. Le résumé de cette déclaration, c'est avec Nafissatou Zakou sur les images de Ibrahim Abdou. Examiner la situation de l'école nigérienne, l'objet de la présente sortie médiatique du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa. En effet, le MPN Kishinkasa a relevé plusieurs lacunes qui freinent le fonctionnement de l'école nigérienne, notamment au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et supérieur. L'enseignement primaire est devenu aujourd'hui un champ d'expérimentation continue et dépourvu de toute planification. Par exemple, la carte scolaire, le transfert des compétences, la réforme curriculaire sont des échecs patents. Il en est de même du volet alphabétisation, dont le taux n'a jamais franchi le seuil de 30%. Les enseignements secondaires se particulisent par une insuffisance notoire d'un personnel qualifié, la pénurie criarde des matériels didactiques, un très fort taux de classes en paillotes, en milieu urbain comme en milieu rural. Les enseignements professionnels et techniques, supposés former des jeunes et les outiller pour le marché du travail, ont échoué dans leur mission parce que l'État a démissionné, laissant le financement quasi exclusif aux seuls partenaires techniques et financiers. Au niveau de l'enseignement supérieur, la situation se résume à la création de 4 nouvelles universités publiques et à la signature de plusieurs arrêtés de création et d'ouverture des universités et instituts supérieurs privés. Pourtant, les Nigériens savent que aucune de ces universités n'est installée dans des infrastructures dignes d'une université. Le peu d'investissements réalisés sur les anciens bâtiments se limite au colmatage et crépissage des murs. Le recrutement des enseignants n'est pas à la hauteur des besoins.
Ainsi, le MPN Kishinkasa a rappelé qu'à l'occasion de la gestion du Covid-19, le gouvernement a décidé unilatéralement, sans aucune concertation avec les acteurs de l'éducation, de la fermeture puis de la réouverture des établissements scolaires. S'agissant de la réouverture des établissements scolaires, prévue pour une durée de 45 jours, elle est réellement en porte-à-faux avec les normes techniques qui exigent la validation de l'année scolaire et à au moins 75% des programmes scolaires exécutés. Pour l'année scolaire 2019-2020, au niveau de l'enseignement primaire par exemple, le temps effectif d'apprentissage se résume à 2 mois de cours, déduction faite de 3 mois consacrés au programme dit de mise à niveau portant uniquement sur 2 disciplines. Aussi, les Nigériens sont en droit de douter légitimement de l'honnêteté des taux d'exécution des programmes annoncés par le gouvernement. Au vu de cette situation de l'école nigérienne et pour sauver l'année académique en cours, le MPN Kishinkasa propose au gouvernement 1. Arrêter le copier-coller dans la gestion de l'école en lien avec le Covid-19. 2. Organiser une large concertation nationale avec les acteurs de l'éducation pour élaborer un programme réaliste de sauvetage de l'année scolaire et académique en cours. 3. Prolonger l'année scolaire et académique pour atteindre objectivement la durée minimale qui permet de valider une année scolaire ou académique. 4. Créer les conditions d'un climat social apaisé avec les partenaires de l'éducation afin d'éviter toute perturbation pouvant affecter l'année. Il revient donc au programme sectoriel de l'éducation et de la formation PCEF 2014-2024 de présenter une vision globale et corriger les lacunes du programme décennal de développement de l'éducation PD2E 2003-2013 afin que l'école nigérienne trouve ses lettres de noblesse. Et justement, à quelques jours de la reprise des classes prévues pour ce 1er juin, les établissements scolaires s'activent dans les préparatifs. Une de nos équipes a fait le tour de quelques établissements. Je propose des détails dans ce reportage signé Arieta Salah et Boubacar Souri. Après la suspension des cours à près de 2 mois dans tous les établissements scolaires du Niger suite à la pandémie du coronavirus, le lundi 1er juin prochain, ces cours vont reprendre compte tenu de l'évolution de la maladie. Plusieurs orientations ont été données par le gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus dans les établissements scolaires. À quelques jours de cette reprise, les responsables d'école mettent les bouchées doubles pour rendre ces lieux d'apprentissage propres. En ce qui concerne les mesures à prendre pour l'accueil des élèves, alors je dirais que d'ores et déjà, les locaux de l'établissement ont été désinfectés. Donc les services administratifs ont envoyé une équipe qui ont désinfecté pratiquement toutes les salles dont nous disposons ici. Et je peux vous dire même, y compris les poubelles. Alors nous sommes en train de voir au niveau de l'établissement comment mettre en place un dispositif de lavage de mains. Bon, nous avons un effectif quand même relativement important, près de 2000 élèves. Cela demandera sûrement des moyens appropriés. Nous avons une réunion avec le personnel, l'ensemble du personnel de l'établissement d'ici la fin de la semaine. C'est pour revoir ensemble de manière concrète et pratique comment amener les élèves, d'abord comment amener tout le monde à respecter ces mesures-là, celles qui ont été édictées. Il y en a qui nous paraissent évidentes et qu'on doit pouvoir mettre en œuvre. C'est d'abord le port de la bavette pour tout le monde, à commencer par les grands, parce qu'ils doivent montrer l'exemple. Le lavage des mains avant d'entrer en classe, ça peut être un peu fastidieux, mais on verra comment ça se passera. C'est parce que 2000 élèves se lavaient les mains avant d'entrer en classe, c'est une autre épreuve, je dirais. Nous avons tenu une réunion avec le directeur départemental des enseignements secondaires. Donc il nous a relaté les dispositions à prendre par rapport à la reprise du lundi 1er juin. Donc on a désinfecté les classes et nos bureaux et nous attendons incessamment les bavettes et les ustensiles de lavage des mains. Donc par rapport à la rentrée du 1er juin. Et nous lançons un appel surtout aux parents, c'est-à-dire de sensibiliser leurs enfants pour qu'ils soient disciplinés par rapport à cette maladie. C'est une réalité.
Donc vraiment pour qu'ils ne puissent pas contaminer et attraper la maladie. Pour une meilleure application des mesures de prévention dans les établissements scolaires, le personnel sera engagé pour une meilleure sensibilisation des élèves durant les responsables. Et nous allons engager tout le monde, tout le personnel, à la sensibilisation des élèves par rapport au respect de ces mesures-là. Alors, il sera demandé aux élèves de conserver leur place du début de la reprise jusqu'à la fin. Conserver leur place, ne pas se déplacer, ne pas bouger, ne pas échanger de matériel, etc. Si vous voulez, autant de gestes qui permettent de ne pas se toucher les uns les autres. Bon, pour la plupart, c'est des jeunes filles, elles aiment bien s'embrasser. Cela, on aura l'occasion de leur empêcher. En tout cas, nous porterons une grande attention sur la sensibilisation qui sera faite pour que ces mesures soient respectées. On a un effectif de 1121 élèves et qui sont répartis dans 19 classes. Surtout, nous, ce que nous privilégions, c'est le port des bavettes, parce que c'est à travers ça, et aussi de sensibiliser les enfants à travers les surveillantes, les censeurs et les bibliothécaires que nous allons mettre, et les agents des bureaux que nous allons mettre en œuvre pour qu'ils puissent sensibiliser ces enfants-là de porter les bavettes et de ne pas utiliser les matériels donc pédagogiques des uns et des autres. Chacun, les matériels doivent être individuels. Selon ces responsables d'école, la seule mesure qui sera difficile à être appliquée est la distanciation physique, compte tenu des effectifs élevés des élèves dans les établissements scolaires. La grande difficulté, ça va être la distanciation physique. C'est vrai qu'on ne pourra pas mettre une distance d'un mètre entre nos élèves, ça va être un peu difficile. Mais néanmoins, comme je l'ai dit, c'est que pour nous, c'est de pouvoir arriver à ce qu'ils maintiennent à leur place. Et techniquement, et vraiment, c'est très difficile de respecter la distanciation d'un mètre là. D'un mètre, c'est très difficile. Mais on va faire de notre mieux pour faire respecter cette distanciation. Il faut noter que cette reprise de cours ne concerne pas les élèves du préscolaire. Les enseignants de la 6e promotion ici de l'école normale supérieure et de l'Institut Amir Sultan ont rendu public ce matin une déclaration pour dénoncer le retard acquis relativement à leur intégration à la fonction publique. Ali Sissé Ibrahim et Chebou Gisso pour le résumé de cette déclaration. Les enseignants issus de la 6e promotion de l'école normale supérieure et de l'Institut Amir Sultan ne sont pas contents du tout. Ces enseignants pourvus de leur diplôme qui leur permettent d'enseigner dans les collèges d'enseignement général ont tenu à manifester leur mécontentement devant le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative pour dénoncer le retard accusé dans le traitement de leur dossier relativement à leur nomination à la fonction publique. Nous, DAPC et G6e promotion, dénonçons les retards accusés dans le traitement de nos dossiers de la nomination à la fonction publique. Avions été affectés depuis octobre 2018, respectivement par les décisions numéro 69 et 70 de la date du 26 septembre 2018 portant l'affectation des professeurs de CEG promotion 2015-2017. De cette date à nos jours, force est de constater un mépris affiché de la part des autorités administratives et politiques qui n'accordent aucun crédit au système éducatif nigérien dans son ensemble et particulièrement le sous-secteur d'enseignement secondaire. Sinon, comment comprendre et admettre que plus de 1000 dossiers dans notre secteur soient traités et affichés en moins de 2 semaines, tandis que les dossiers des pauvres enseignants de APC et G6e promotion sont déposés à la fonction publique depuis décembre, sans suite favorable pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Ce qui amène la 6e promotion d'enseignants sortis de l'école normale supérieure et l'Institut Amir Sultan, destiné à enseigner dans les collèges, à se prononcer en ces termes. Au regard de ce qui précède, le comité de suivi de la nomination à la fonction publique de APC et G6e promotion, issu de l'école normale supérieure et de l'Institut Amir Sultan, exige au gouvernement de la 7e République la nomination sans délai et sans condition à la fonction publique suivie de la mise en solde de 688 DAPC et G de la 6e promotion de l'ENES et de l'Institut.
Amir Sultan. Appelés à enseigner dans les collèges ont réaffirmé leur détermination à faire aboutir leurs justes et légitimes revendications tout en prenant le gouvernement pour seul responsable de ce qui adviendra. Soulagement pour les usagers de la route, propriétaires de véhicules et engins à deux roues pour les formalités et les poses de plaques d'immatriculation de qualité et conformes aux normes en vigueur au Niger, avec le début des activités de la société Tout pour la ville, TPV, au niveau du guichet automobile unique Sony Loga. L'expertise et la qualité du service de la société sont appréciées par les usagers des transports. Très bonne réception à vous. C'est depuis le 22 janvier 2019 que la société Tout pour la ville a signé un contrat de concession avec le ministère des Transports du Niger pour les activités d'immatriculation et accessoires de véhicules automobiles au guichet unique automobile du Niger-Guyane. Sa venue répond à un besoin réel, celui de décongestionner et de faciliter les opérations de confection et de pose de plaques d'immatriculation de véhicules pour les usagers qui sont obligés de faire des files d'attente pour bénéficier de ces services indispensables avant la mise en circulation de leur véhicule conformément à la loi en vigueur. La mise en circulation d'un véhicule sans plaque d'immatriculation est une infraction au code de la route. Donc cette plaque d'immatriculation, elle est obligatoire. Elle est obligatoire à tous les véhicules. Et la plaque d'immatriculation, c'est ça l'identité même du véhicule. Il y a un fichier national d'immatriculation qui a été mis en place par les autorités du ministère des Transports. Ces fichiers-là, ceux qui doivent immatriculer le véhicule doivent avoir accès aux fenêtres, c'est-à-dire à ces fichiers-là. C'est finalement le 3 mars 2020 que la société Tout pour la ville débute ses activités de manière libre et concurrentielle au sortir d'un bras de fer judiciaire devant le Conseil d'État qui lui a donné gain de cause. Société de droit nigérien, Tout pour la ville utilise une technologie laser très avancée dans la confection de plaques d'immatriculation pour véhicules. Ces plaques sont sécurisées, résistantes et répondent aux normes de la législation en vigueur au Niger. Notre atelier de production est doté de machines d'amortissage et d'estampage de dernière génération. Nos plaques sont de qualité supérieure. En l'article 11 de notre convention qui nous lie avec le gouvernement, il est dit que le concessionnaire doit disposer d'un logiciel fiable de suivi des plaques émises et que les services compétents du ministère des Transports doivent être en réseau. La société Tout pour la ville a pleinement rempli cette condition avec la mise en place d'une base de données fiable de toutes les plaques, lui permettant de faire face aux besoins de tous les usagers. Le logiciel est alimenté par le fichier national de véhicules qui est géré et administré par les cadres du ministère des Transports en coordination avec la société logistique automobile Sony Loga. Sur chaque plaque produite, il y a une zone dédiée à l'hologramme de sécurité. L'hologramme de sécurité est un dispositif de sécurité qui, grâce à un smartphone, permet la lecture des données du QR code. On peut notamment retrouver toutes les informations relativement au véhicule et toutes les informations relativement aux propriétaires du véhicule. La qualité des plaques de la société Tout pour la ville est le fruit d'un partenariat noué avec Fab Fabrico Auto, une société française spécialisée dans la production et la distribution des plaques et systèmes d'immatriculation depuis plus de 50 ans. Vous avez la bobine de fil rétro-réfléchissant avec la carte du Niger et le RN en rouge rétro-réfléchissant, le pavé gris et le logo région qui sont imprimés. D'accord. Tout ceci est laminé avec l'aluminium qui est en dessous. D'accord, ça passe ici, c'est pressé. Regardez, on continue, déroulement de film et autres. Là, c'est la station laser. La station laser, c'est celle qui va faire des petits logos. Regardez, la carte du Niger, les armoiries du Niger que vous voyez ici. Vous voyez? Ah oui. Voilà, ça c'est mis en gravage laser. Sur toute la plaque. Et puis voilà. Que le programme de sécurité doit avoir les armoiries. C'est ça. Okay. Vous comprenez pourquoi ça devient plus compliqué? Voilà. Voilà. Et ensuite, après, ici, ça va être découpé pour ensuite faire la plaque. Ouais. Voilà. Ok. Et donc en plus, là, vous avez l'outil qui va vous faire la bordure en même temps. Ouais. Je pousse dans la machine. Ici, je mets la machine en marche. Et ici, j'appuie sur descente. Je travaille.
Voilà, c'est terminé. En seulement 2 mois d'exercice, Tout pour la ville a déjà la confiance des usagers de la route et des professionnels du secteur qui sollicitent en libre concurrence ses services et saluent son expertise avérée dans le domaine, la résistance de ses plaques et la rapidité dans les formalités. Kuma a lokacin da wa'in ga mutanen suka zo nan ga da an yi ta samun cinkoso kana ai ta jera mota har yar ɗan sabkar ta yi ba a samu aka hidda ba amma da suka zo cikin ɗan lokaci kaɗan da ka sanya mota akwai wanda taken ki zai zo ya kontrolan ka tambaye ka ental siya yan problem mai akwai wata matsala ga abin da kake gani ka gaya mini su ja a sanya maka flak cikin ɗan lokaci kaɗan flak ne wanda kana ka ɗauke su ma in kana so ka sai ba wanke mota ake da wane ne ba su goge ko sabuli ko omo ke sanya mata ko muke sanya wannan flak ba ta yin komai ni igane sai mo ngai ko ngai sidan ni ni bani mota mata girbe kin zai sidan ni dam kan bar follow no go me so kai ai te borinka zani duniya yu barkan dono din kai ga da ni ko mo yi flak ko go bodi zaman fo ni ga di ko ara ni ga di mota yan go kan kali mai ga pantir da di yayu to flak sentirano amma bore wono nous, on a besoin du bon travail. Il y a des plaques, après 2 lavages, 3 lavages, et les chiffres vont s'user. Donc vous voyez, il y a les policiers aussi qui vont te tracasser de tort à travers. L'appel que moi je vais lancer, c'est-à-dire, nous les taximans, on n'a pas toujours de l'argent pour faire des nouveaux plaques. Donc s'il arrive à avoir une société qui amène, qui fait des plaques, qui fait des bonnes plaques, vraiment, donc nous, on va l'accueillir à bras ouverts et on va travailler avec. Les plaques en elles-mêmes ne posent pas de reproches. Elles répondent effectivement aux normes et c'est des belles plaques. Les acteurs de la société civile nigérienne évoluant dans le domaine ne sont pas restés indifférents face au remous suscité par la libéralisation de ce secteur. Une libéralisation qui est pourtant venue soulager les souffrances des usagers de la route. La Cour d'État a tranché, ce qui met fin normalement au débat. Aujourd'hui, c'est la qualité et la fiabilité qui doit en tout cas faire la différence entre les concessions. Parce que le ministère du Transport a le plein droit d'attribuer et de signer des contrats avec qui il veut, pourvu que en tout cas l'entreprise soit sérieuse, capable de produire ou de mener le travail qui a été en tout cas les siens. Donc il n'y a que le ministère du Transport aujourd'hui qui peut juger que ce travail est, en tout cas le contrat est en train d'être rempli conformément en tout cas aux articles qui ont été produits ou saisis dans le contrat. Maintenant, deuxième en tout cas aspect de l'appréciation à part le ministère du Transport, c'est les usagers. Après avoir écouté un certain nombre de témoignages, les partenaires directs qui sont les taximans, qui sont les vendeurs de véhicules d'occasion, qui sont les monétaires, qui sont les usagers en tout cas privés, publics et privés, qui ont donné des témoignages à une des structures ces derniers temps qui fait en tout cas écho. Donc nous, en tant qu'acteurs de la société civile et quelqu'un qui a l'expérience dans ce domaine pour avoir appuyé un certain nombre de structures en tout cas qui ont évolué dans ce sens au niveau de la création de ces guichets uniques. Donc nous ne pouvons en tout cas qu'appuyer ces témoignages et puis féliciter un travail excellent parce que nous avions l'habitude en tout cas de féliciter et d'encourager les entreprises. Parce que non seulement c'est des entreprises nigériennes, mais aussi on a en tout cas suivi avec beaucoup d'attention ces partenaires en tout cas européens qui a un certain nombre d'expériences dans le domaine. Donc c'est pour en tout cas dire qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Il n'y aurait pas dû avoir de polémique puisque l'agrément et l'autorisation est donnée par le ministère. Maintenant, si le ministère du Transport autorise et donne l'agrément à une tierce personne pour la confection et la pose des plaques, depuis l'acte de l'OHADA, le commerce est libéralisé. On ne peut empêcher à qui que ce soit d'exercer. Vous pouvez être commerçant quand vous le voulez et comme vous le voulez et par comment vous le voulez.
Conformément à son cahier de charge, la société Tout pour la ville entend continuer à œuvrer avec professionnalisme et serviabilité dans sa mission de pose de plaques d'immatriculation de qualité répondant aux normes en vigueur au Niger aux usagers de la route et apporter sa contribution à la mobilisation des recettes internes de l'État. Depuis quelques jours, nous avons eu droit sur les réseaux sociaux à la publication des extraits du rapport qui a été fait, le rapport d'inspection qui a été fait concernant la question du ministère de la Défense nationale. Évidemment, en lisant les extraits qu'on a eus, donc ce n'est pas tout le rapport, c'est quelques aspects que ceux qui ont décidé de les publier ont jugé pertinents, utile comment on appelle ça, de porter à la connaissance de l'opinion. Maintenant, il y a des partis qui ne sont pas encore connus, il y a des non-dits alors, et au-delà de ça, il y a aussi des étapes, comme vous ont dit dans la conclusion. Vous avez vu dans la conclusion, ils ont parlé du rapport qui a été fait, une sorte de rapport escamoté, qui a concerné la période de 2011 à 2016 et qui n'a pas subi le même type d'approche du travail tel que eux l'ont fait pour être dans la position de mettre tout sur le tapis en termes de marché accordé, en termes de dépenses effectuées, des procédures et des dépenses et qui ont été, comment on appelle ça, suivies pour la passation des marchés, et puis et tous ces aspects qu'aujourd'hui le rapport tel qu'il est en train d'être diffusé donc nous renseigne sur la gravité de la question dont on ne doutait pas déjà d'ailleurs. C'est pas pour rien que nous avons très tôt pris fait et cause pour cette activité-là, ce combat-là, par rapport à ce rapport, depuis que le ministre Katambe, en tant que ministre en charge de la Défense, qui a diligenté cette inspection, à la demande, bien sûr, du président de la République, comme ils l'ont finalement dit, et on s'est rendu compte que la situation est là, et il a dit lui-même, dans son rapport à l'époque, que la situation, selon lui, était tellement grave que si les gens venaient à connaître ce qui a pu se passer ou s'est passé, alors là, les gens pouvaient même prendre les gens là et les jeter dans le fleuve. En réalité, il était choqué. Et c'est normal que nous soyons tous choqués avec lui par rapport à la gravité de ce qui a été fait. Vous imaginez, on vous confie une responsabilité en tant que représentant de l'État, en tant que représentant du président qui vous nomme en tant que camarade, comme ils aiment le dire. On vous nomme à une responsabilité, vous devez gérer un ministère avec un certain nombre de responsables désignés et vous acceptez de venir faire cet exercice macabre en essayant d'utiliser toutes ces formules qui se sont révélées avec des maja-maja, avec certains opérateurs économiques et que les gens ont utilisé pour être dans la position, eux, de s'offrir des avantages en silence. C'est ça la question. Parce que c'est que les gens doivent comprendre dans tout ça là. C'est bien, on a montré les sociétés, telle société a eu ceci, cela. Mais les coupables, les vrais responsables, ce sont ceux-là qui ont le pouvoir de décision, qui ont octroyé ces marchés, qui ont le pouvoir d'attribuer ces marchés, qui ont ordonné le paiement de ces marchés, qui ont ordonné tout ce qui a pu être fait et que finalement, ça s'est fait sous forme de maja-maja et après, ils ont bénéficié de leur rétrocommission. Et ce sont ces rétrocommissions-là que tout le monde a eu ici au Niger pour la première fois. Dans la première période, dans le premier mandat de Issoufou, on a vu un ministre de la République en charge de la défense dans un contexte de guerre asymétrique avec ce qui a pu se passer depuis, d'ailleurs, 2011, depuis l'arrivée de Issou au pouvoir. Le Niger était à l'ouest dans des situations de difficulté.
au nord avec la situation en Libye, on s'attendait à ce qu'il y ait des dispositions à prendre pour protéger notre pays par rapport à la défense de l'intégrité de notre territoire. Et puis ensuite, à partir de 2015, ce qui est intervenu au niveau de Boko Haram. Donc, vous voyez bien que la situation était suffisamment grave avec tout ce qu'on subissait comme martyrs, que notre peuple subissait comme martyrs à travers nos forces de défense et de sécurité qui perdaient chaque fois, chaque jour, et à chaque étape, elles perdaient des hommes. Alors, nous avons été surpris, et nous l'avons dit à l'époque, que c'était inadmissible qu'on voit un ministre apparaître toujours dans les quartiers en train de faire des meetings et des tam-tams à la conquête des militants. Alors que sur les théâtres d'opération, il y avait de nos forces qui étaient en train d'essayer des revers. Et on s'est toujours demandé, mais en fait, où est-ce qu'il gagne cet argent, ce bonhomme-là? Pour qu'il puisse venir narguer les gens avec tout ça, parce qu'on le connaît avant quand même. Et puis, donc voilà, on découvre que, en fait, s'il gagne de l'argent, ce n'est pas de quelque part, c'est parce qu'il est ministre de la Défense, et que les gens ont compris que pour eux, quand on gère le ministère de la Défense, c'est l'omerta. C'est un ministère où on peut faire ce qu'on veut, on a de l'argent public qu'on peut utiliser comme on veut, et il n'y a pas d'explication. C'est ça le raisonnement des gens. Et pendant longtemps, c'est ce que les gens disent. Non, au nom du secret défense, on ne dit pas le montant qu'on a dépensé, on n'explique pas. C'est faux. Mais le secret défense n'a rien à voir avec le fait qu'on vous a donné tel montant qui est sorti du budget national, qui est dépensé, qui doit être régulièrement dépensé à l'usage de ce à quoi il est destiné. Et que vous venez vous organiser une sorte de raquette et vous faites tout ce que vous avez vu. Vous avez vu les types de marchés qu'on a donnés à gauche, à droite, et où on est parti sur les missions qu'on a faites pour aller se rendre compte qu'entre le prix usine et le prix destination, il y a peut-être parfois 3 ou 4, 5 fois le prix. Les motifs, les raisons, c'est le délai, c'est quoi? Ils ont dit tout ça. Qu'il faut être dans la position de chercher à comprendre. Donc c'est pour ça que nous ne comprenons pas que les gens là, qui ont été amenés à poser ces tels actes, et en s'amusant avec leur niveau de responsabilité, la confiance qui a été placée en eux, et les conséquences dramatiques de leurs mauvais actes, qui ont fini par faire en sorte que nos armées ont perdu sur beaucoup de théâtres d'opération. Donc ça c'est très grave. On n'a jamais vécu ça. En réalité, le Niger, depuis 1960, il n'a jamais été autant en guerre comme nous l'avons vécu et été, comme on l'a vécu, et comment on appelle ça, de 2011 à aujourd'hui. Parce que la guerre d'aujourd'hui, c'est une vraie guerre dramatique, parce qu'elle est une guerre asymétrique. Vous faites une guerre contre l'homme sans visage, contre des gens que vous ne connaissez pas, et qui sont capables de vous surprendre, et qui peuvent poser tous les actes que nous avons été amenés, parce que c'est la seule fois, durant cette période, que nous avons enregistré autant de morts. Il y a eu des rébellions, il y a eu des compatriotes qui ont pris des armes quand ils avaient pensé que c'était la voie de Idouane ou la voie de salut pour eux. Ils l'ont fait. L'armée nationale s'est donné les moyens de se défendre, mais il n'y a pas eu autant de catastrophes. Mais pour la première fois, voilà ce qu'on a enregistré comme conséquence. Ce que vous avez vu à Inates, à Chenagoda. Je ne parle pas de tout ce qui s'est passé à Difa. Et vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de nos compatriotes qui sont dans le pouvoir et qui ont accepté de jouer ce jeu-là, qui ont accepté de se comporter comme ça pour se faire de l'argent, pour qu'eux, ils puissent se donner les moyens d'aller construire des villas, s'acheter des maisons, ici ou à l'extérieur, s'acheter des voitures, se multiplier des femmes, s'amuser comme ils veulent avec les gabdis dans la ville de Némé. Mais mon Dieu, vous imaginez que ça, là, ce que ça représente? Du point de vue de la gravité de la conséquence sur même le moral de la société. Donc, voilà pourquoi nous estimons que ce dossier-là doit être traité de bout en bout. Et avec toute la rigueur que cela requiert, et nous attendons pour ça de personne, quoi que ce soit, que de la justice. Que de la justice. Parce que désormais, le dossier est entre les mains de la justice pour cette partie. Et nous attendons que nos compatriotes magistrats, appelés à connaître ce dossier, et leurs collaborateurs des services d'enquête tels que la police ou la gendarmerie, qui seront appelés à être impliqués dans la gestion de ce dossier, qu'ils fassent preuve de responsabilité citoyenne.
qu'ils fassent preuve de patriotisme et de professionnalisme dans leur travail pour qu'on puisse être dans la position de détecter le niveau de responsabilité des uns et des autres et de leur faire un procès équitable. Rendre à l'État ce qu'il a, ce qu'on a voulu, et sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés pour qu'à l'avenir, les gens ne le fassent pas. Et de l'autre côté, que ça puisse servir de repère pour les suites à donner aux autres dossiers des autres ministères. Parce que vous n'ignorez pas que les autres ministères aussi, la situation, c'est vrai, n'est pas aussi grave que ça. Entre la situation du ministère de la Défense et, par exemple, le ministère du Pétrole ou un autre ministère, et la situation, là vous avez vu, la mauvaise gestion a conduit à des attaques meurtrières et on a perdu des forces. C'est valable aujourd'hui quand aussi quelqu'un détourne de l'argent dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé, dans d'autres ministères stratégiques, où des choses qu'on est censé faire en faveur des populations, on ne l'a pas fait. On vous donne un dossier, vous devez gérer un truc en faveur des populations, construire par exemple des mini-addictions d'eau potable, donner de l'eau potable aux populations, vous détournez ça, au lieu de faire par exemple 10 puits ou de faire 10 mini-addictions d'eau potable, on se retrouve avec 2 ou 3 au lieu de 10. Parce qu'il y a maja, il y a cette facturation, il y a des arrangements, il y a tout ça. Donc toutes ces choses-là qu'aujourd'hui on est en train de vivre, parce que l'avantage que nous avons cette fois-ci, nous sommes dans un contexte d'un peuple averti. Et tout le monde, eux-mêmes qui sont au pouvoir, sont avertis. Parce qu'avant qu'ils n'arrivent au pouvoir, ils savaient déjà ce qu'on a reproché aux autres régimes. Quelque part, c'est peut-être même ça qui a favorisé eux leur arrivée. Parce que le peuple fondait l'espoir qu'avec eux, on va gouverner et gérer autrement. Pour que plus jamais ce qu'on avait vécu, au temps de la Ve République, au temps des autres républiques passées, mais qu'on puisse, depuis la conférence nationale, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une situation où, avec eux, on a connu des pires choses. On n'a jamais vécu dans ce pays-là la situation de mauvaise gestion telle que nous sommes en train de... Et la situation d'organisation stratégique des vols qualifiés, où les gens s'organisent avec les trucs, ils se font des richesses qui sont là, visibles. Visible, j'ai dit bien visible, il n'y a qu'à tourner dans la ville de Niamey pour aller voir et aller savoir par rapport à tous ces gens-là. C'est des agents de l'État, c'est des fonctionnaires, c'est des commis de l'État. Ce n'est même pas des commerçants. J'ai dit, parce que moi, je fais toujours une nuance entre un commerçant qui est un opérateur économique, un businessman, qui fait ses affaires et qui essaie de chercher à gagner des profits. C'est un métier, c'est une activité. Quand tu fais une activité de ce genre, c'est un choix, tu le fais. Mais quand tu choisis d'être un homme politique qui fait de la politique pour chercher le pouvoir, pour gérer le pays, mais tu ne le fais pas pour devenir utiliser le pouvoir pour faire du commerce avec. Et chercher à gagner de l'argent pour se faire tout ce que les gens sont en train de se faire. S'acheter des villas, il y en a qui ont des dizaines de villas. Mais ce n'est même pas des villas, parce que l'expression villa, c'est même trop dépassé. C'est des bunkers. Vous voyez bien les immeubles qui s'élèvent à Niamey. Tous ces gens-là qui sont en train de les construire, c'est qui? Allez savoir. Vous êtes des journalistes. Allez, tournez votre micro, cherchez à comprendre la maison appartient à qui. Vous allez voir, la plupart de ces maisons-là, ça n'appartient pas aux commerçants. Ça appartient à des gens qui sont des fonctionnaires, agents de l'État. Agents de l'État, en mission et en service, commandés de l'État, qui détournent leur mission, leur responsabilité et se donnent ces moyens-là. C'est ça la réalité. Si vous tournez aujourd'hui dans toute la ville de Niamey, vous allez voir, il y a des quartiers, c'est connu. Et donc, aujourd'hui, nous, en tant que défenseurs du peuple nigérien, en tant que citoyens défenseurs des droits de l'homme, en tant que nous ne pouvons pas comprendre ni accepter qu'on se retrouve avec une situation où l'État est totalement détourné. Il est dévoyé dans sa mission, dans sa responsabilité, au bénéfice de quelques individus qui s'enrichissent sur le dos du peuple, sur le dos de l'État, sur le dos de tout le monde. Et eux, ils constituent une nouvelle classe de riches. D'une nouvelle classe qu'ils appellent classe moyenne, des riches bureaucratiques, administratifs. C'est des gens comme ça qui gagnent des rétro-commissions et qui deviennent des gens riches. Comme ça. Tu ne fais rien sauf signer des papiers. Et tu signes pour valider et en signant, tu as de l'argent.
Soit avant de signer, on te donne, ou bien après avoir signé, on te donne. C'est ça la réalité. Comme dit un chanteur au Nigeria, dans Maraï. Donc la pire des choses, les pires des gangsters, c'est pas ceux-là qui osent, ceux que la PJ essaie de rattraper, qui passent leur temps à prendre les risques d'aller attaquer des individus comme ça dans leur foyer pour prendre des miettes qu'ils ont. Mais ce sont ceux-là qui engagent le peuple, qui engagent l'État et qui, à travers leur niveau de responsabilité, par leur signature, ils engagent l'État, ils ligotent l'État, ils mettent des choses au crochet de l'État. Et puis finalement, eux, ils ont des rétrocommissions en offshore. Là-bas, on va les créer des comptes offshore. On les amène seulement les checker. Quand ils ont besoin de l'argent, ils font semblant d'aller voyager ou ils vont faire promenade, soi-disant, et ils vont aller pour toucher leur argent. Parce que c'est là-bas on a fait un compte dédié à eux. Parce qu'entre-temps, ceux qui sont venus à faire ça ont négocié ce qu'ils veulent négocier. Et puis, ils ont signé, eux, ils ont engagé l'État. Et le peuple est engagé comme ça sur des années, en train de perdre de l'argent, en train de perdre un certain nombre d'avantages ou des choses. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça que les uns et les autres doivent être capables de comprendre. Et ces gens-là, ils sont des criminels. Quelqu'un qui a aujourd'hui un ministère, je ne sais pas, de l'éducation à gérer, et qui organise à travers ce qu'il a fait, on puisse avoir un résultat médiocre chaque année. On investit combien de milliards pour avoir des résultats médiocres de 26, 30, 40% au maximum. Ça, c'est quel pays, ça? C'est quel genre de gouvernance? C'est quel genre de gestion où on va investir autant d'argent pour avoir des résultats minables, médiocres, chaque fin d'année? Et vous entendez les gens, quand on donne les résultats des examens, et on dit non, c'est mieux que l'année passée. Ou c'est comme l'année dernière. Et c'est fini. Et on se contente de ça. Non. On ne peut pas continuer à jeter de l'argent à la fenêtre comme ça. Nous n'avons pas autant de ressources à jeter à la fenêtre pour entretenir une kyrielle d'acteurs et administratifs, agents de l'État et inutiles, et qui ne sont que des macros, des escrocs qui pillent et qui volent l'État au détriment du peuple. Et le peuple ne voit rien. Et les enfants du peuple ne sont pas satisfaits. La preuve, aujourd'hui, les écoles publiques, quand vous les prenez, toutes ces écoles publiques qui sont aujourd'hui gérées par ces gens qui les volent, ces écoles publiques-là, vous ne trouvez pratiquement aucun enfant d'un monsieur qui a le pouvoir de dire quelque chose dans le système-là et qui soit inscrit dans ces écoles-là. C'est pour ça que l'école publique est abandonnée. À l'université, vous ne trouvez aucun fils de député, aucun fils de ministre, aucun fils de grand DG des sociétés, aucun fils de grand responsable de l'État ou de grand responsable dans les partis au pouvoir. Ils sont tous soit à l'extérieur en train d'étudier, ou ils sont ici dans les écoles privées d'ici. C'est tout. C'est la même chose quand vous avez sur les autres ministères. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si c'est un réveil, alors c'est un réveil peut-être tardif, mais mieux vaut tard que jamais. Que ce réveil est permis à travers là où on s'attend le moins, c'est-à-dire le ministère de la Défense, qu'on ait pu faire cette inspection qui n'est pas en réalité complète. C'est pour moi une inspection même sommaire. Si on doit véritablement la faire dans un esprit d'audit scientifiquement éprouvé, avec une vérification sur toutes les étapes et les procédures par rapport aux responsabilités des uns et des autres. Imaginez quand on doit donner un marché, il y a appel d'offres. Avant l'appel d'offres, on fait un DAO. C'est ça. On fait un DAO, le document d'appel d'offres, qu'on va mettre normalement à la disposition des gens de qui on attend une réponse. Ils répondent, on apprécie les offres techniques et les offres financières. Sur la base de ça, on prend une décision d'attribuer le marché. Et quand on attribue le marché, le monsieur doit amener les échantillons pour s'assurer que ça correspond à ce qu'on attend. Et on valide. Mais c'est lui qui valide. Si tu amènes, on amène et tu dis que c'est bon. Le commerçant a amené, tu as dit c'est bon. Tu as signé. C'est toi le contrôleur financier, tu es d'accord, tu as signé. C'est toi le magasinier, tu es d'accord, tu as signé. On vient, on dit certification service fait, alors que rien n'est fait. Des faux papiers. Rien n'est fait, rien n'est livré. On dit certification service fait. On fait un PV de réception. Et c'est sur la base de ce PV de réception que l'on va engager la procédure de confection de la facture pour se faire payer.
Et en ce moment, on engage l'argent pour payer la personne qui a eu ce marché qui n'est pas exécuté ou qui n'est pas concrètement fait. Mais donc, imaginez s'il n'y a pas la complicité de ces responsables-là qui gèrent ça. Comment un commerçant va le faire? Comment il peut engager les gens? Il va comme ça là venir s'il n'y a pas votre responsabilité d'abord avant lui. Quand on a donné l'exemple de ce que les gens ont dit, ah non, il y avait un commerçant qui connaît et le défense, on dit bon, et lui, il vient, il va, c'est lui-même, il va aller regarder dans le dossier, dans le budget, dans le ceci, pour voir si on a libéré les crédits. Il vient, il vous dit, bon, votre crédit là, maintenant, c'est libéré, voilà, donnez-moi les marchés. Les gens essaient de... Mais, bon Dieu, ça, c'est l'État, ça. Ça, c'est une gestion administrative. Et quelqu'un qui le fait, il va trouver à reprocher à ce commerçant-là, lui, en quoi il est engagé? C'est pas toi qui es responsable. C'est pas toi qu'on a nommé à cette place. C'est pas toi qui as la mission de gérer ces crédits mis à ta disposition. Et tu vas maintenant venir vouloir dire non. Et les gens, vous entendez les gens partout, les gens crient oh. Et on veut tout ramener sur la tête des commerçants comme si c'est eux qui sont les responsables. Les vrais responsables, ils sont là. Vous avez vu que pour engager un certain marché, il faut demander la non-objection de la primature. Oui. Il faut l'autorisation de la primature avant que le marché ne s'engage. Ensuite, il faut les autres étapes et les autres procédures, contrôle financier, contrôle administratif, ainsi de suite, par rapport à tout, avant que tout ne s'exécute. Et que, avant de payer, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas payer quelque chose qui n'est pas fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, avec tout ce que cela a fait, et on a vu les quelques bribes qu'on a eues d'informations par rapport à ce rapport-là, nous renseignent sur la gravité de la manière légère avec laquelle les choses sont gérées et les choses sont faites, malheureusement, dans notre pays, quand les gens ont l'argent public à gérer.